Messieurs, dames, bonjour. Traitons maintenant de la littérature des explorateurs en Nouvelle-France. Je vais vous expliquer qui ils sont, vous montrer quelles étaient les caractéristiques de leur récit, et enfin faire une courte présentation de trois d'entre eux. Mais qui sont-ils? Qu'ont-ils en commun? Tout d'abord, ce sont des nomades. Ce sont des gens qui ne vont pas nécessairement rester en Nouvelle-France, qui font plutôt des allers-retours et qui, dans la plupart des cas, vont ensuite retourner en France vivre leurs vieux jours. Ce sont donc des aventuriers avant d'être des écrivains, ce qui aura comme conséquence que leur style n'est pas aussi glorieux ou fleuri que celui de d'autres écrivains qui vont les suivre. Leurs textes s'adressent à un public assez large, mais aussi à un public souvent plutôt restreint, dans le sens où certaines des annotations sur la marine, sur la géographie, s'adressent à des explorateurs qui, eux aussi, vont entreprendre de voyages plus tard. Enfin, vous allez remarquer que leurs récits ont souvent les mêmes titres ou les mêmes débuts de titres, c'est-à-dire voyage, mémoire ou relation. Et ici, le mot relation fait référence au verbe relater, c'est-à-dire rapporter des faits. On a donc affaire à des récits descriptifs, que ce soit en ce qui concerne la cartographie des pays découverts ou les éléments de la faune ou de la flore canadienne qui sont semblables ou différents de ce qui se retrouve en Europe. On aborde aussi le mode de vie des Amérindiens que l'on va rencontrer pour la première fois en ce qui concerne Jacques Cartier, mais on va trouver aussi dans ces textes parfois des exagérations ou du moins des avantages aux expéditions, puisque souvent on tient à faire répéter ces expéditions, on est subventionné pour se rendre là-bas et ces missions ont des buts commerciaux. Et donc on veut pouvoir revenir et continuer à faire des affaires. Le style des textes varie donc entre l'émerveillement et l'encouragement et l'inventaire des ressources dont on va pouvoir profiter. Un de ces premiers voyageurs qui va écrire en Nouvelle-France et qui est un peu moins connu se nomme Marc Lescarbot. C'est un avocat qui est de ce groupe l'un des plus lettrés. Il va venir à Port-Royal au Canada en 1605-1606 et c'est lui le premier qui va écrire et jouer la première pièce de théâtre en Amérique du Nord. De fait, ce sera une comédie musicale qu'on va jouer sur l'eau et qui va s'intituler Le Théâtre de Neptune en 1606. Remarquez ici, on est à la fin de la Renaissance, on voit encore l'influence de l'Antiquité avec le nom de Neptune dans le titre de la pièce. La pièce elle-même va porter sur Samuel de Champlain, sur le retour en fait de Samuel de Champlain d'une de ses expéditions. Et la pièce elle-même sera publiée plus tard dans un volume plus étendu de Marc Lescarbot qui va avoir comme titre Les Muses de la Nouvelle-France. Un deuxième explorateur que vous connaissez sûrement un peu mieux, notamment à cause de vos cours d'histoire ou à cause du lac ou du pont qui porte son nom, est Samuel de Champlain, le fondateur de Québec en 1608, comme vous le savez également. Il va écrire un volume lui aussi, qui s'intitule Les Voyages du sieur de Champlain. Et je vais vous laisser le regarder quelques instants et vous essayerez de deviner ce qu'il y a de particulier dans cette première page. La première chose qui devrait frapper votre œil, c'est que certains mots, certaines phrases sont presque illisibles, à cause de lettres qui sont différentes, ou même à cause de mots qu'on ne reconnaît pas ou qu'on reconnaît mais qui n'existent plus aujourd'hui, comme découverture ou les Anglois au lieu des Anglais. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, regardez en bas de la page, l'année de publication, si vous vous rappelez vos chiffres romains, on a 1613. Or, en 1613, des institutions comme l'Académie française n'existent pas encore. Et c'est avec l'apparition de l'Académie française que va se propager l'utilisation presque obligatoire de dictionnaires et de grammaire. Avant cette époque, il est encore difficile pour nous de reconnaître ou d'être capable de lire des textes en français. Ce n'est que par la suite, une fois que la langue va être fixée, qu'on pourra, nous, être capable de lire des textes de la fin du 17e ou du 18e siècle. Deuxième élément important dans cette page, remarquez que Champlain est un auteur très rigoureux.
presque technique. On nous présente ces voyages qui sont divisés en 2 livres. Et dans le premier paragraphe de cette page, on nous dit qu'il va y avoir tout d'abord un journal très fidèle, des observations et des découvertes de la Nouvelle-France. Et on nous en fait une liste. Et ensuite, on nous dit il y a aussi 2 cartes. Voici la première carte, voici la deuxième carte. Donc, on est dans un récit très, très, très structuré. Enfin, pour nous qui connaissons Samuel de Champlain comme étant le fondateur de Québec et même presque le père de la nation, il est amusant de remarquer la dernière ligne du deuxième paragraphe. Parce que nous avons un point de vue qui est plutôt américo-centriste sur les explorations, parce que pour nous, il s'agit d'un récit de fondation, mais ce n'est pas le cas nécessairement pour les Européens. Remarquez que Samuel de Champlain fait référence dans ce deuxième paragraphe aux Anglais qui ont trouvé un détroit au-dessus du Labrador et qui visent à quoi? À chercher un chemin par le nord pour aller à la Chine. D'un point de vue européen, ces récits, ces aventures, ces expéditions ont toujours un but commercial d'aller vers la Chine. Et maintenant, finissons avec le premier, Jacques Cartier. Si l'on se fie à Jacques Porte, un historien français, les récits littéraires de Jacques Cartier sont peut-être son meilleur héritage. Pourquoi? Eh bien parce que si l'on fait le bilan des voyages de Jacques Cartier, on se rend compte que, au départ, ses buts commerciaux n'ont pas vraiment fonctionné. Sa mission stratégique, donc d'avoir une position française en Amérique, ne sera pas suivie puisqu'il va falloir attendre une 60aine d'années avant que d'autres Français viennent en Amérique. Et la vocation religieuse de ces voyages est aussi un échec parce qu'il n'y a aucune ou presque aucune christianisation ou conversion d'Amérindiens lorsque Cartier se présente. Et les Amérindiens que Cartier va ramener en Europe vont mourir prématurément de maladie. Or, où trouver du positif dans ce bilan? Tout d'abord, c'est dans la connaissance de la région. Grâce au récit de Jacques Cartier, les Français, les Européens connaissent beaucoup mieux les territoires que nous occupons aujourd'hui. Aussi, grâce à la toponymie, Jacques Cartier nomme différents lieux et beaucoup de ces noms sont encore utilisés aujourd'hui, ainsi que certaines de ces cartes qui vont être utilisées par ses successeurs. Et enfin, nous avons également une meilleure connaissance du mode de vie des Amérindiens grâce au récit de Jacques Cartier. Nous allons d'ailleurs analyser l'un de ces textes dans la prochaine vidéo.